Bonjour, bienvenue pour cette vidéo où je vais vous parler de mon retour d'expérience, voilà, de quelques pièges à éviter, quelques suggestions à vous faire pour lancer l'école, pour lancer la classe. En fait, voilà, ça sera plutôt la partie avec les enfants. Alors déjà, les enfants, ça commence par une inscription. Au début, quand on crée l'école, on est hyper content dès que des parents disent «Ah oui, ça m'intéresse, votre école». Ah oui, là, tout de suite, on se sent reconnu, on va servir à quelque chose, il y a quelqu'un qui va venir, ça va aider à boucler le budget. Voilà, c'est super. On est content, en fait, au début. Enfin, c'était comme ça pour moi. A priori, hyper positif, quoi. Ouais. En fait, je pense qu'il est hyper important de rencontrer les parents et l'enfant, la tête bien froide, sans aucune projection, sans aucune attente, hein. Peut-être que l'enfant fera partie du groupe, peut-être qu'il n'en fera pas partie. OK? Avoir du détachement, en fait, avec ça, déjà. Et après, au moment de voilà, un entretien avec les parents et en présence de l'enfant. Alors, l'entretien peut se faire en deux temps, hein, une partie avec l'enfant, une partie sans l'enfant. Ça me semble important de voir les deux parents, hein, parce que nous, des fois, on a pris des inscriptions avec des parents séparés qui étaient comment dire, en dispute importante. Et en fait, ça vient, ça aussi, fragiliser le début d'une école quand on prend des familles où le couple parental est vraiment désuni, voire pas du tout d'accord. Voilà, on a eu un couple même qui a mis au milieu de tous leurs problèmes, c'est le cas. Et, euh, et voilà, donc faire attention que c'est bien les deux parents qui ont envie que l'enfant soit inscrit. Voilà, donc il y a bien un accord minimum. Voilà, sentir ça, c'est important. Ensuite, être beaucoup à l'écoute pendant cet entretien. Beaucoup écouter ce que vont dire les parents, être attentif aux mots qu'ils vont pouvoir utiliser. Est-ce que ce sont des parents qui assument ce qu'ils vivent en famille, assument ce que vivent leurs enfants, ou est-ce qu'ils ont tendance à mettre la responsabilité sur l'extérieur? Est-ce que c'est des parents qui vont vous dire combien l'ancienne école, l'ancien institut vraiment était mauvais, alors que leur fille, leur fils, c'est vraiment génial? Je ne sais pas que ça peut jamais arriver, hein. Mais voilà, être attentif à ça. Est-ce qu'ils assument ce qu'ils vivent ou pas? Et beaucoup écouter et ne pas hésiter, je sais que c'est pas facile, à pouvoir dire, nommer les choses qu'on va entendre et qui semblent être en décalage avec le projet. Voilà, si notamment c'est une famille qui n'assume pas ce qu'elle vit et remet tout sur l'extérieur, on peut lui dire clairement, écoutez, j'entends ce que vous dites sur l'instinct d'avant, mais si vous n'assumez pas aussi votre part de responsabilité, il va probablement se repasser les mêmes choses chez nous, quoi. Voilà. Et rencontrer l'enfant aussi. Et si l'enfant a un passif douloureux en milieu scolaire, vraiment inviter les parents à en parler pour réussir à savoir ce qui se passe vraiment et rencontrer l'enfant. Voilà. Moi, j'ai sous-estimé en fait des problèmes que pouvaient avoir des enfants. Et clairement, par exemple, en école hors contrat, on n'aura pas d'AVS, hein, d'assistant de vie scolaire. Donc, si c'est un enfant qui a besoin d'avoir tout le temps quelqu'un avec lui pour faire quelque chose, eh bien, ça ne va pas être possible en fait en école hors contrat. Ça ne peut pas bien se passer. Enfin, s'il y a vraiment ce besoin-là, euh, l'école hors contrat ne va pas pouvoir donner ça. Voilà. Et est-ce qu'il y a des problèmes? Voilà. Le plus délicat serait d'admettre des enfants qui n'écoutent rien. Qui ont tellement de difficultés, de blessures, de chagrins, de violences à l'intérieur d'eux, qu'ils n'arrivent plus à entendre le moindre chose qui vienne de l'adulte, en fait, et qui n'ont plus de capacité à obéir du tout. Voilà. Là, c'est difficile, en fait. Un enfant comme ça, nous, on a eu deux, en fait, hein, deux enfants sur lesquels les adultes n'avaient plus de prise, en fait. Ils étaient vraiment dans leur monde, on pouvait dire ce qu'on voulait, mais ils n'en avaient rien à faire, en fait. C'était dans un tel état qu'ils étaient débranchés, quoi. Et ça, c'est difficile. Moi, je conseille de ne pas prendre des enfants qui sont dans cet état-là pour ouvrir une école. Et je sais que c'est difficile parce que d'un point de vue éthique, on a envie évidemment d'admettre tout le monde. On n'a pas envie de faire une école pour certains et pas pour d'autres. Donc, je sais que c'est très dur.
J'ai mis un moment, j'ai mis 1 an et demi, je crois, avant de réussir à dire non à une inscription parce que je sentais qu'on n'avait pas les épaules, en fait, on n'était pas capable à ce moment-là d'accueillir dans de bonnes conditions l'enfant. Et en fait, ça me paraît important de le dire à la fois pour la structure, pour les autres enfants qui sont là, mais aussi pour l'enfant, parce que si on n'est pas dans des bonnes conditions pour l'accueillir, très clairement, il vaut mieux le dire, hein, que faire croire qu'on peut alors qu'on ne peut pas. Mais je sais bien que c'est délicat de savoir si on peut ou si on ne peut pas sur un entretien. Voilà, donc vraiment prendre le temps de l'entretien, être à l'écoute et avoir le courage de pouvoir dire ce qu'on ressent, qui paraît difficile, qui ne paraît pas en adéquation avec le projet. Il y a aussi des parents qui sont dans le déni. Leur enfant ne va pas bien, mais ils sont dans le déni. Non, mais avec moi, tout se passe bien. Non, mais en fait, ça va. Il est très intelligent. Il est très gentil, en fait. Voilà. On a eu un cas comme ça, où le parent, en plus, c'était un style spécialisé, hein, donc c'est bien le cas des enfants qui étaient en grande difficulté, et était dans le déni, en fait. Son enfant, en fait, il allait bien. En fait, il allait hyper mal, son enfant, pour de vrai. Voilà, donc attention, voilà, si on repère du déni. De manière générale, les enfants qui sont passés par une scolarité, on va dire, classique et qui n'ont pas trouvé leur compte, voilà, qui ne s'y épanouissent pas, ont besoin d'un temps de décompression. C'est à savoir. Et c'est pas facile de créer un groupe où une majorité a besoin de décompression et qu'il y en a peu qui sont là pour être moteurs, tant pour faire avancer sur les projets que sur une vie de groupe coopérative. Voilà, donc attention à ça. Quel passif scolaire, où ils en sont dans un besoin de décompression, essayez de trouver des indices là-dessus. Parce que ce sont des enfants qui deviennent récalcitrants au moindre chose qui peut rappeler du travail scolaire, par exemple. Si oui, alors faire attention à la proportion d'enfants qu'on prend dans ce cas-là en arrivant. Également, il y a l'âge. Donc, c'est quand même plus simple d'accueillir des enfants de moins de 7-8 ans. Voilà. Pour les plus grands, eh bien, le temps de décompression va être d'autant plus long. Et le problème, c'est que s'il y a eu des mots des étiquettes comme dyslexie, dysorthographique, dyscalculique, hyperactif, enfin voilà, tout ça, toutes sortes d'étiquettes de coller sur l'enfant. Voilà, plus il a un passé avec cette étiquette, plus c'est imprégné en lui et plus c'est compliqué de le ramener à une juste image de lui, une juste confiance en lui, une juste estime de lui et pouvoir avancer. Voilà. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis que c'est un paramètre à prendre en compte qui demande de l'énergie et vraiment de l'accompagnement. Donc moi, je dirais, si on prend des enfants de plus de 8 ans, on prend des enfants qui vont quand même assez bien. Notamment, il faut se renseigner, est-ce qu'il y a une pression des parents? Est-ce qu'ils ont très envie que leur enfant entre en 6e à l'âge attendu et vont mettre de la pression pour que le programme soit tout vu avant l'entrée en 6e, malgré les difficultés avec lesquelles ils arrivent. Voilà. Donc, si on prend des grands, on fait attention à ça aussi. Quelles sont les attentes des parents? Est-ce qu'ils sont bien conscients d'où en est leur enfant? Voilà. Est-ce que l'enfant est collé à une étiquette? Parce que moi, j'ai déjà eu, tiens, des maths. Ah ben non, je ne peux pas. Je suis dyscalculique. Voilà, à 10 ans. Ben non, je suis dyscalculique, je ne peux rien faire. Au passage, il n'y a pas de 10 sans stress, hein. Ensuite, donc sur les enfants, eh bien, j'en parlais aussi en parlant de la vidéo sur le local. Quand on n'a qu'une seule pièce et qu'on fait une classe unique 3-11 ans, le problème, c'est qu'on a une pièce, une ambiance. Et si on a une pièce, une ambiance, on ne peut pas avoir un petit espace cocon pour les plus jeunes. Ça, c'est embêtant. Donc, je conseille de trouver un local qui permette d'avoir 2 ambiances pour que les moins de 6 ans puissent avoir leur petit coin à eux, leur petit jardin, leur petit espace sécurisé, cocoon avec leur jeu. Alors, à voir, hein, ça peut être aussi la même pièce que la salle de sieste qui se transforme en salle de sieste, voilà, si besoin. En tout cas, moi j'adore le multi-âge, hein, je suis pour ça, mais d'expérience, j'aime quand même qu'il y ait un groupe des moins de 6 ans et un groupe des plus de 6 ans. Et que le groupe des moins de 6 ans ait leur personne référente. Alors, ATSEM, hein, dans le milieu classique, on dira, mais qu'ils aient la personne chaleureuse sur laquelle ils puissent compter pour aller aux toilettes, pour se moucher, pour confier un chagrin. Voilà, quelqu'un
une personne sur laquelle ils sont sûrs de pouvoir compter. Et pour commencer, ça sera aussi intéressant qu'il n'y en ait qu'une ou deux maximum, mais pas plus. Voilà. Alors, avec les plus jeunes, avec les plus jeunes, chacun, hein, là, je ne parle pas d'une pédagogie spéciale, hein, donc chacun fait avec sa pédagogie, c'est sûr. Donc, je dirais, voilà, de manière générale, juste être attentif à ce qu'ils aient leur espace. Est-ce qu'ils ont besoin d'une table à leur nom ou pas? Alors, moi, j'ai vu qu'à partir de 4-5 ans, ça devenait quand même un besoin d'avoir une table à soi. À vous de voir en fonction de votre pédagogie et puis des enfants qui sont là. Alors, peut-être que aussi, il faut faire attention, voilà, à un équilibre dans les âges qui n'est pas plein d'enfants de 3 ans. Hein. Moi, j'ai l'impression que 3 enfants de 3 ans, déjà, c'est bien, hein, qui commencent. Et voilà, si sur une classe unique de 15, on commence avec 8 enfants de 3 ans, voilà, ça va quand même être hyper délicat. Ensuite, les plus grands à partir de 6 ans. Alors, c'est pas 6 ans pile, voilà, c'est... à mon sens, c'est dans la 7e année, quand l'enfant est prêt à passer dans le groupe au-dessus. Mais il y en a aussi qui vont venir voir un petit peu ce qui se passe sur certains moments. Voilà. Chacun en fonction de sa pédagogie va aussi devoir. En tout cas, à partir de 7 ans maximum, moi, je fonctionne avec différents outils dont je peux vous parler. Il y a toujours des temps libres dans la journée, un temps libre dedans, un temps libre dehors. Mais tout le reste est cadré. Alors, un petit mot, hein, je n'ai pas dit ça, mais moi, avant de créer une école, j'avais pris 2 classes que j'avais amenées petit à petit vers plus d'autonomie et plus de coopération. Et en fait, je n'imaginais pas qu'en créant, il fallait vraiment repartir de la base. Voilà. Parce que nous, on peut arriver avec notre bagage, notre expérience de plusieurs années, où on a fait évoluer des classes vers beaucoup de coopération, d'autonomie, de créativité, de temps dans la nature. Et on voudrait un petit peu calquer ça sur la nouvelle classe qu'on crée. Et puis aussi, voilà, on a des idéaux. Hein. Évidemment, si on crée une école hors contrat, c'est qu'on vise quelque chose de beau. C'est hyper important de raisonner par petites marches. Hein. Et en fait, de commencer avec très peu de liberté. Et c'est petit à petit que les pouvoirs vont pouvoir être transmis au groupe d'enfants. On verra le parallèle avec le groupe de parents, hein, c'est pareil. Et voilà, et moi, au début, j'ai eu tendance à donner trop de pouvoir aux enfants, beaucoup trop, par rapport à ce qu'ils étaient habitués. Et non, c'était démesuré, en fait. Voilà. Donc, bien garder en tête que l'autonomie, la coopération, la créativité, ça ne se décrète pas. Et c'est bien un chemin. Et qu'il va falloir vraiment accompagner chaque enfant et donc le groupe vers ça. Donc, moi, j'ai aucun problème à commencer avec quelque chose qui va ressembler à de la pédagogie freinée, hein, et avec un emploi du temps précis. Donc, on arrive avant 9h, 9h15, 9h30. Et après, il y avait le rendez-vous des grands. Voilà, je donnais des rendez-vous à des grands, des groupes de plus de 6 ans. Et dans ce rendez-vous-là, on avait un petit peu notre routine, quoi, nos rituels, nos habitudes. Alors, j'ai le soleil qui vient. Ouais, c'est pas grave. De toute façon, c'est pas ma tête qui compte, c'est ce que je raconte. Et bon, une fois qu'il est là. Pour ce mois d'août. Donc, il y avait des habitudes. J'avais le petit déroulé habituel pour se rencontrer et pour créer le groupe. Donc, c'était toujours le même déroulé. Hein. On avait un temps où on se disait des poèmes, un temps où on se faisait des énigmes, donc que ce soit sur les animaux, sur la géographie. Voilà, je ne sais plus exactement. Et un temps où il pouvait se montrer des choses aussi. Alors, il faut faire attention à ça. Autant on peut se montrer des choses, ça peut vite devenir très chronophage. Et après ça, on avait un temps créatif, donc d'activité créative. Et je faisais tous les lundis la même activité, mais créative. Hein. Par exemple, c'était autour de l'écriture le lundi, autour de la géométrie le mardi, on faisait des affiches le jeudi. Donc là, on mêlait le graphisme et puis le texte. Et le vendredi, c'était des créations mathématiques. Alors, là aussi, un temps en groupe pour créer une coopération, des habitudes et puis de la sécurité dans le groupe, donc avec moi.
et avec des activités créatives. À côté de ça, le reste de la matinée, chaque enfant avait sa mission. Alors, mission, c'est ce qu'on va appeler les plans de travail chez Freinet. Et ça, les missions, je leur en donnais aussi même aux plus petits. Il y en a à 4-5 ans, ils avaient déjà envie d'avoir une mission. Alors, une mission d'un 4-5 ans, ça va être 4 cases. Une case peinture, une case jeu de construction, une case, je sais pas, dessin et une case marionnette, par exemple. Voilà. Et la mission, à chaque fois qu'il a fait une de ces activités, l'enfant, hop, il va venir remplir une petite bulle ou mettre un petit tic, enfin, chacun son code. Et quand il a fini la mission, hop, on la met dans le classeur et puis il en a une nouvelle. C'est le même principe après à partir de 7 ans, sauf que là, il va y avoir plus 6, 7, 8, 9 cases et plein de choses, d'activités différentes à faire dans cette mission. Et ce sont des activités qu'ils peuvent faire tout seuls ou pour lesquelles ils peuvent demander de l'aide, soit aux autres enfants, soit aux adultes. Et aussi, j'ai ajouté, par exemple, une case aider quelqu'un. Voilà. Ou une case faire une tâche pour le groupe, que ce soit tailler les crayons, par exemple. Voilà, et donc ces missions, d'abord ils avaient la mission numéro 1, quand il avait fini la mission numéro 2, alors là il y a différentes manières de faire, soit tout le monde a une mission à la semaine, et puis il y en a qui sont finis, il y en a qui ne sont pas finis, ou justement on peut créer aussi un petit peu de la coopération, de l'envie de s'entraider pour que tout le groupe ait fini sa mission à la fin de la semaine. Soit quand la mission numéro 1 est finie, on va chercher la numéro 2 et puis on avance comme ça. Voilà, donc ça permet d'avoir du travail individualisé, mais en même temps, je mettais plein de choses en commun pour que ça puisse être fait ensemble aussi, et pour les enfants qui aient le même rythme, avec les mêmes centres d'intérêt. Donc voilà, ça c'est une manière de faire. En tout cas, moi j'invite à ce qu'il y ait à la fois donc, des temps libres qui soient vus, des temps en groupe et des temps de travail individuel, ou d'activité individuelle si on ne veut pas dire travail. Voilà, en gros, ce que je voulais dire là-dessus. C'est important de mettre des horaires, horaires maximum, parce que, sinon ça déborde, surtout chez les plus jeunes. On arrive à 9h30, puis à 10h, puis à 10h30, et en fait, ça va pas, quoi. Ça va pas pour le groupe, et ça va pas pour l'enfant non plus. C'est pas juste. Donc non, on met un horaire qui peut changer avec les saisons, ça me paraît très juste par contre. Mais un horaire à tenir, en fait. Et pareil pour le départ, le soir, il y a une tranche horaire pour partir. Alors, dans l'organisation de la classe aussi, pour commencer, ça peut être je trouve ça intéressant que tout le monde soit en train de faire une activité de même nature en même temps. Enfin, en tout cas, dans le groupe. Voilà. On peut proposer des temps de lecture, par exemple un quart d'heure où on va tous lire. Des temps de recherche, des temps d'entraînement, des temps de créativité. Parce qu'il y a une ambiance, une énergie qui va se dégager, et si tout le monde est dans cette même énergie, ça va plus porter le groupe. Et aussi dans la journée, on avait plusieurs rendez-vous pour se présenter ce que l'on fait. Donc il peut y avoir, se présenter ou partager, il peut y avoir un temps de chanson, un temps autour du corps, d'éveil corporel, un temps de poèmes pour tous, un temps pour se montrer les créations artistiques, un temps pour se montrer des spectacles. Voilà, à chacun un petit peu d'imaginer. L'idée, c'est qu'il n'y ait pas toutes les 10 minutes une cloche qui sonne pour dire hop, on se montre ça, on se montre ça. Mais en tout cas, prévoir ça dans la journée, à quel moment on peut se montrer les choses. Et à quel moment on peut faire ensemble des choses aussi. Et après aussi, pour montrer, j'en ai parlé dans la vidéo sur le local, c'est intéressant d'avoir dans l'entrée, dans le petit sas d'entrée, un pan de mur où on va pouvoir venir déposer les productions des enfants qu'ils ont envie de montrer aux adultes, qu'ils ont envie de montrer à l'extérieur. Alors, il y a différentes manières de les sélectionner. Quand on a un petit groupe, on peut dire que chacun va venir apporter là ce qu'il a envie d'apporter. Puis, quand il n'y a plus de place, il va falloir gérer ensemble comment on fait. Lesquels on met, lesquels on ne met pas, lesquels on retire, est-ce qu'on retire à la semaine. Voilà. Ça fait partie aussi du développement de l'autonomie dans le groupe, des choses qu'on va pouvoir décider ensemble. Pour tout ce qui est plus structure du troisième type, il y a des vidéos gratuites sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Alors, je vais regarder mes notes sur ce que je voulais vous raconter d'autre sur les enfants.
Ça, j'ai dit. Alors, dans tous les cas, que vous soyez en organisation école du troisième type, Montessori, je ne sais pas, peu importe, quelque chose que vous inventez, je vous invite vraiment à mettre en place une organisation qui soit structurée et lisible au départ. Hein. Même si vous visez les apprentissages autonomes, même si vous avez envie qu'au bout d'un moment, cette école, ce soit que sur projet des enfants, commençons avec une organisation structurée et vraiment lisible pour les enfants et pour les parents. Aussi, il est vraiment important de porter une attention toute particulière à la sécurité au début. Donc, pas d'enfants seuls, dedans ou dehors, ou alors dehors juste sur ce que je disais dans la vidéo locale, sur ce qui peut être une petite terrasse, qui est vraiment visible juste là. Et on sait quelle activité ils sont en train de faire. Pas d'objets dangereux à disposition. Okay. De toute façon, de manière générale, il est intéressant de commencer avec une salle qui ne soit pas surchargée en matériel, mais de pouvoir apporter petit à petit plus de matériel. Mais ça, c'est général, ça, en fait. Hein. Que ce soit la quantité d'informations, le matériel, les rencontres extérieures qu'on va pouvoir faire, les personnes qui vont pouvoir venir. On commence léger parce que le premier objectif, c'est de créer un groupe dans lequel chacun puisse se sentir bien. Et puis, on pourra ajouter, gagner en complexité au fur et à mesure. Donc, pas trop d'activités, pas trop d'objets au début. Et ça viendra, on ajoutera petit à petit. Et même si on n'est pas en Montessori, on peut aussi garder cette idée-là de pouvoir présenter les activités aux enfants qu'on va venir déposer. Et les objets dangereux, je ne dis pas qu'on n'en utilisera jamais, mais pareil, ça se fera au fur et à mesure, quand il y a la confiance qui est là, quand on va pouvoir transférer du pouvoir aux enfants. Au fur et à mesure, les enfants vont pouvoir s'approprier l'espace et l'espace va pouvoir se complexifier. Alors, oui, il y a tout ça aussi, tout ce qui est routine. Voilà, il y a plein de choses qui sont non négociables dans le quotidien. Donc, on arrive, on pose son manteau et ses chaussures. Ça, il faut que ce soit installé comme une routine. En fait, il n'y a vraiment pas le choix, c'est du non négociable. On arrive, on pose son manteau, on pose ses chaussures, on pose son sac. Voilà, pareil, avant le repas, on se lave les mains, on passe à table. En fait, voilà, il y a des choses qui sont non négociables qui passent dans une routine. Juste, c'est un passage obligatoire. On n'y réfléchit même pas. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Et il est aussi important que toutes ces routines puissent se passer sans que ce soit la police pour se mettre en rang, on se tait, on se tient tout par deux, on doit tous attendre que les autres soient prêts. Enfin, voilà, ça peut être hyper lourd. Enfin, quand c'est fait comme ça classiquement dans les écoles, pour moi, c'est juste insoutenable. Quoi. C'est hyper lourd. Non. Donc, trouver comment ça puisse se faire quand même avec légèreté, mais se faire, voilà, c'est du non négociable. On passe par ces étapes-là. Alors, je dirais que peut-être le plus délicat pour lancer l'école et lancer ce groupe, ça va être de réussir à canaliser l'énergie des enfants sans brimer leur subjectivité. Voilà, c'est tout un jeu d'équilibriste. Parce que le but, c'est que vraiment, vraiment que chacun se sente en sécurité et que le calme règne à l'intérieur. Et donc, à la fois, il faut en effet canaliser leur énergie. Parce que quand il y a trop de bruit, eh ben non, ça ne peut pas se faire dedans, il va falloir aller dehors, il va falloir trouver une autre solution, mais que l'enfant comprenne que non, il n'y a pas trop de bruit à l'intérieur. Voilà. Mais on va veiller à ne pas casser, brimer en fait l'enfant. C'est vraiment un grand jeu d'équilibriste. Mais ça, voilà, là, je ne peux pas développer ça juste là comme ça parce que c'est tout très vaste. Mais juste d'avoir ça en tête, hein, je canalise leur énergie sans brimer leur subjectivité. C'est ça mon jeu d'équilibriste. Alors, en ce qui concerne les problèmes entre enfants, parce que pas forcément, il y en a qui arrivent, il est important que ce soit assumé par les adultes, hein, que les adultes soient là comme les garants des règles, les garants du vivre ensemble. Donc, on va écouter chacun dans sa vérité, sans qu'il soit coupé. Et on va soutenir les enfants pour qu'ils puissent trouver une solution à leurs problèmes. Donc, quand le problème concerne deux enfants, on va bien traiter avec ces deux enfants-là. Petit à petit, on pourra apprendre des enfants à devenir médiateurs pour régler les conflits si on en a envie, mais pas au début. Au début, c'est vraiment l'adulte qui incarne ça et qui le fait vivre.
On peut être tenté quand on fait des réunions aussi d'enfants que les problèmes entre enfants soient traités en réunion. Moi, je le déconseille. En réunion, on va parler des problèmes d'organisation, des problèmes du groupe, mais pas des problèmes entre deux enfants. Ou s'il y a un problème qui concerne beaucoup d'enfants, alors là, ça pourrait être la place en réunion. Mais sinon, non. Alors, je regarde mes notes. Ça, je l'ai dit, ça, je l'ai dit. Ah oui. C'est important quand on est en école hors contrat, même si on n'adhère pas au système classique d'évaluation, de pouvoir noter les progrès des enfants. Donc, il faut trouver un moyen pour en rendre compte tant à l'enfant qu'à la famille. Et puis pour nous aussi, en fait, on a besoin de pouvoir voir en fait comment il évolue l'enfant, de pouvoir avoir des choses un petit peu tangibles, quoi, de noter des choses. Donc, nous, on avait opté pour un cahier de réussite individuel sur lequel l'adulte vient noter ce que l'enfant sait faire, toujours avec l'accord de l'enfant. Donc, on mettait une colonne avec la date, une colonne avec le nom de l'observateur, et puis, qu'est-ce que je sais faire, hein. Donc, je sais dessiner une rosace au compas, par exemple. Alors, je dis que c'est l'adulte qui l'écrit, mais ça peut très bien être l'enfant aussi, hein, mais en tout cas, c'est validé par l'adulte. Dans un premier temps, plus tard, on pourra voir pour que des plus grands puissent valider des réussites des plus petits. Et au début, c'est bien l'adulte qui est garant de ça aussi, qui vient observer que l'enfant sait faire quelque chose, et c'est noté dans le cahier. Alors après, on peut organiser le cahier par rubrique ou mettre des codes couleurs. Et moi, ça me semble important de rester ouvert, hein. Si l'enfant il veut mettre je sais faire du vélo, je sais me laver les dents tout seul, je sais faire mes lacets, je sais aider quelqu'un à utiliser le microscope, voilà. Tout ce qu'il sait faire, on vient le mettre en valeur, on peut venir le noter à cet endroit-là. Il y en a qui utilisent des arbres de connaissances, il y en a qui utilisent arbuste.net, le site. Il y a plein d'autres manières. Nous, c'est ce qu'on a trouvé en fait de plus simple. Voilà. Il y a un cahier, le cahier des réussites. Et moi, en école à la maison, nous, on continue en école à la maison, ça. C'est aussi important de pouvoir rendre compte de ce que fait l'enfant pendant la semaine. Voilà. Parce qu'il est possible que par rapport à un modèle classique, il y ait beaucoup moins de choses qui soient faites dans des cahiers, qui soient écrites, des exercices. Mais l'enfant, puis l'équipe et puis les parents, on a aussi besoin de voir ce qu'a fait l'enfant sur la semaine. Donc nous, on avait une feuille de suivi hebdo. Alors, qui a pris différentes formes, à voir chacun selon votre pédagogie, votre manière de faire. Mais en tout cas, voilà, il y avait les 4 jours, matin et après-midi. Et puis, on pouvait rendre compte de ce qu'avait fait l'enfant. Alors, il pouvait y avoir des étiquettes à coller ou juste écrire dedans. Chacun comme il veut, mais quand même, je conseille d'avoir une feuille de suivi hebdomadaire. On avait essayé le suivi quotidien, mais là, c'était trop, en fait. C'était trop. Après, à voir, si le groupe est complexe et qu'au début, il est important que chaque parent ait un retour, ou ça peut être pour certains enfants aussi qu'il y ait un retour quotidien à voir. En tout cas, voilà, une fiche de suivi hebdomadaire qui était mise dans un classeur et le classeur était emporté le vendredi et bien ramené le lundi. Donc là, le mieux, c'était de mettre un récipient pour ça à côté de la porte, pour le classeur. Et puis là, il faut aussi coacher les parents pour qu'en effet, le classeur il parte bien le vendredi et qu'il revienne bien le lundi. Mettre une petite feuille pour le rappeler si besoin. En tout cas, voilà, veillez à mettre en place des outils qui permettent de noter les progrès, comme j'ai dit avant, et des outils qui permettent de rendre compte de ce qu'a fait l'enfant pendant la semaine. Alors, on peut aussi faire, moi je faisais ça, alors c'est dur au début que ce soit fait par les enfants, à voir, selon l'âge des enfants que vous avez aussi, s'ils sont très jeunes, c'est plus compliqué, s'ils sont plus grands, qu'ils savent écrire, ça va aller mieux. Mais de faire un compte-rendu collectif au fait de la semaine avec quelques photos qui étaient mis aussi dans ce même classeur. Et moi, je faisais en plus un compte-rendu écrit que j'envoyais à chaque parent sur l'évolution du groupe et les petites marches que je voyais d'amélioration. Ça prend du temps, mais ouais, c'était précieux quand même. Voilà. Après, il y a tout ce qui va concerner les présences, les absences. C'est important de bien cadrer que là, si l'enfant est scolarisé en école hors contrat, c'est l'école qui assume sa scolarité, donc qui délivre un certificat de scolarité. Et pour ça, il faut quand même que l'école soit suivie. Alors, je ne dis pas qu'il faut absolument qu'ils viennent tous les jours.
je comprends bien qu'il y a des moments, il y a d'autres choses importantes à faire. Et en étant en école à la maison, voilà, je suis aussi habituée à ça. Et voilà, je sais qu'il y a des jours qui seront manqués, c'est pas grave, mais s'il y en a trop, il faut pouvoir vraiment signaler à la famille que non, en fait, on va mettre fin à la responsabilité de la scolarité de l'enfant s'il ne vient pas assez. Peut-être qu'il faut dire un nombre de jours d'absence maximum dans l'année. Je ne sais pas. À voir. Mais en tout cas, nous, on s'est trouvé avec le cas. Au bout d'un moment, j'étais gênée, quoi. Je me disais, si l'inspecteur il vient, moi, je suis censée être en responsabilité de la scolarité de cet enfant. Sur le mois dernier, je l'ai vu 10 jours. Non, ça ne suffit pas, quoi. Et tous ces problèmes aussi de familles qui sont habituées à beaucoup de liberté et qui ne vont pas forcément venir de manière régulière, c'est embêtant pour la construction du groupe. Demander au moins qu'ils préviennent, parce que voilà, je me retrouvais dans le chat. On a commencé à 9, on n'était pas nombreux. Tu as les enfants qui attendent les autres. Il vient un tel aujourd'hui? Ah, je ne sais pas. On verra bien. Ah il est 11h, il n'est pas arrivé, il ne doit pas venir. Bon, ça, c'est vraiment embêtant. Moi, je déconseille vraiment ça, quoi. Si l'enfant ne vient pas, il y a un message de nuit, quoi. On le sait. Voilà, c'est important de ne pas confondre, de viser une école où les enfants vont pouvoir apprendre un maximum par eux-mêmes, être dans la créativité, l'autonomie, la coopération, et une école où on ne va pas mettre de règles. Hop, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur les enfants? Eh bien oui, je peux parler aussi des enfants qui viennent de l'école à la maison. Donc ça, c'est un autre cas particulier. Et vous savez sans doute, il y a plein de raisons différentes d'avoir envie de faire l'école à la maison. Et donc, il va y avoir plein de profils différents. Les cas difficiles que j'ai vus, c'est dans le cas où il y avait vraiment la connexion parent-enfant dans les apprentissages et que l'enfant, et en fait surtout le parent, s'était mis dans la tête que tous les apprentissages se faisaient entre eux et puis il y avait une tension en fait. Voilà, les apprentissages finalement, trop envie de faire des apprentissages à l'école. Ça allait pour avoir des copains, mais pas trop pour les apprentissages. Donc ça peut être délicat. Essayer de saisir ça en fait, si le parent il est vraiment prêt. Et à transmettre aussi, enfin transmettre, c'est pas tant à transmettre, c'est à partager cette responsabilité des apprentissages. Ou s'il a toujours envie de l'assumer à fond, mais que finalement ça l'arrange bien quand même que son enfant il soit scolarisé. Voilà. Bon, je ferai une vidéo spéciale sur les parents, où je pourrais en dire plus sur les cas particuliers, et il y en a plein, les cas difficiles avec les parents. Alors, je réfléchis juste une petite minute, non, un peu moins, pour voir s'il y a d'autres choses que je voulais vous dire sur les enfants. En tout cas, c'est un gros morceau, gros morceau. Visez d'abord le calme et la sérénité dans la classe, la sécurité, calme, sérénité, sécurité. Les apprentissages pourront naître ensuite dans une ambiance qui va être installée, où chacun va se sentir en sécurité physique, en sécurité affective. Donc, pas se mettre la pression sur les apprentissages ou un programme, sinon autant aller dans l'éducation nationale, pas s'embêter à faire une école hors contrat. Viser l'ambiance, que chacun se sente bien. Et de ça pourront naître les apprentissages, pourront venir les projets. Donc d'abord apporter un cadre sécurisant, que les enfants ils puissent bien, qu'ils sachent quand ils arrivent en fait ce qui se passe, voilà, que ce soit lisible. C'est sans doute le plus gros défi. Ça me semble important que la personne qui est responsable de ça, de la mise en place de la classe, ne soit pas aussi responsable de tout ce qui se passe avec les adultes. Moi, j'étais responsable des deux, ça fait trop. Donc, à voir s'il y a quelqu'un dans le bureau, dans l'asso, voilà. Est-ce que c'est pas la même personne qui porte le projet et qui fait la classe, peut-être, pour que ça puisse être partagé. Quelqu'un qui va être plus ciblé sur les relations avec les enfants et quelqu'un qui va être plus ciblé sur la vie de la classe. Voilà, à présent, moi, c'est quelque chose sur lequel j'accompagne. Donc, soit à distance pour la supervision de l'équipe, de ce qui se passe dans la classe, soit je viens sur place, vous observez pendant une journée, et puis après, on a un temps de travail le lendemain. Ou une demi-journée d'observation, une demi-journée de travail, mais ça fait un petit peu juste. Et ça, je le fais en priorité dans le centre de la France. Et je peux me déplacer plus loin si je me déplace pour différentes choses. Voilà. Donc, vous pouvez regarder aussi sur mon site tout ce que je propose, puisque je peux me déplacer dans des endroits que j'aime bien, surtout sur la façade atlantique, par exemple, ou jusqu'en Bretagne.
jusque dans le sud-ouest aussi, dans les Pyrénées. J'aime beaucoup tous ces endroits, toute l'Auvergne. Je peux me déplacer voilà, pour quelques jours à travailler avec vous. Voilà, moi j'adore aller découvrir des écoles, des équipes et pouvoir mettre mes compétences d'analyse, de synthèse à votre service pour pouvoir vous aider à cibler en fait qu'est-ce qui patauge, qu'est-ce qui a besoin d'avancer, quelles sont les petites marches et vous apporter des billes en tant que professionnel et en tant que parent de porteur de projet pour faire avancer ça. Voilà. Merci pour votre écoute.